Poursuivons notre quête à la recherche de la méthode cartésienne. C'est peut-être l'un de ces derniers ouvrages, les principes de la philosophie, qui va nous mettre sur la voie. En 1644 paraissent les principes de la philosophie. Il s'agit d'une somme philosophique et scientifique. Dans la quatrième partie, Descartes propose une description du champ magnétique terrestre. Il l'imagine en un sens matérialiste. La Terre est comme un aimant parcouru par des particules nommées parties cannelées, sorte de vis sans tête. Avant de décrire les mouvements du champ magnétique terrestre, Descartes procède dans le paragraphe 145 à une énumération des propriétés de l'aimant. Le paragraphe s'intitule « Le dénombrement de toutes les propriétés de l'aimant ». Il établit une liste de 34 propriétés. Il établit par exemple que chaque aimant a deux pôles, dont l'un est tourné vers le nord et l'autre vers le sud, que les aimants s'approchent jusqu'à ce qu'ils se touchent, qu'ils communiquent leurs vertus au fer, etc. À partir de la liste des propriétés de l'aimant, Descartes va élaborer une théorie permettant de rendre raison de tous ces phénomènes. Dans son exposition, il va utiliser les principes préalablement posés, à savoir que tout est composé de parties de diverses formes et que le vide n'existe pas, et les appliquer au phénomène magnétique. Nous pouvons nous demander si, dans le travail préparatoire, la liste des propriétés n'est pas première. La règle du dénombrement apparaît dans la série des règles cartésiennes comme la moins remarquable. Elle semble ne pas avoir d'originalité, voire ne pas être essentielle en tant qu'elle est impliquée par les autres. La règle de la division implique de faire des revues d'éléments. La règle de l'ordre implique de faire des revues de choses simples et composées. Nous pourrions presque la supprimer. Cette règle pourtant joue peut-être un rôle plus important qu'il y paraît dans la méthode cartésienne. Faire des dénombrements et des revues aussi complètes que possible est probablement l'une des premières étapes de la démarche cartésienne. Nous voyons ici à l'œuvre le travail heuristique ou de recherche de Descartes. Certes, le recours à l'évidence apparaît comme une condition incontournable, mais le dénombrement des propriétés apparaît comme le premier labeur du savant. Descartes commençait peut-être par établir des listes de propriétés, des revues, devant servir de base au travail d'explication. Ainsi, Descartes, dans les principes de la philosophie, fait une remarque assez étrange sur le rapport entre les principes qu'il a formulés et les propriétés de l'aimant. J'espère maintenant faire voir, dit-il, que toutes celles de ces propriétés que les plus curieuses expériences des admirateurs de l'aimant ont pu découvrir jusqu'à présent peuvent si facilement être expliquées par leurs moyens que cela seul suffirait pour persuader qu'elles sont vraies, encore qu'elles n'auraient point été déduites des premiers principes de la nature. Cela veut dire que pour Descartes, les principes qu'il a exposés, à savoir qu'il y a des particules de matière de diverses formes et qu'il n'y a pas de vide, que tout s'explique par des mouvements, va se trouver vérifié par les propriétés dénombrées de l'aimant. Donc, le dénombrement intervient pour valider les hypothèses dans la démarche d'exposition. Mais nous pouvons aussi nous interroger sur le travail de recherche de Descartes. La recherche des propriétés de l'aimant a peut-être mené à l'élaboration de la structure du champ magnétique terrestre. Cela voudrait dire que nous tiendrions là l'un des éléments clés de la méthode cartésienne. Et si le dénombrement était l'alpha de la méthode cartésienne? Nous voyons au chapitre 14 du traité du monde une liste de 12 propriétés de la lumière. Or, le texte semble se défaire ici et le traité ne sera pas publié, comme si Descartes avait interrompu un travail préparatoire de recherche. Comment comprendre le rôle peut-être majeur que joue la règle du dénombrement dans la méthode cartésienne ? Avant Descartes, Aristote avait proposé sa méthode devenue classique, voire canonique. Elle est enseignée pendant plus d'un millénaire dans les écoles. Autour de 330 avant Jésus-Christ, Aristote rédige un ensemble de traités qui seront regroupés par Andronikos de Rhodes sous le titre d'Organon. L'organon, c'est un instrument pour la pensée logique et rationnelle. Il se compose de 6 traités, les catégories, de l'interprétation, les premiers analytiques, les seconds analytiques, les topiques et les réfutations sophistiques.
Aristote analyse les idées, les jugements, les raisonnements, présentés comme des syllogismes. Les syllogismes mobilisent deux propositions nommées prémices et une proposition nommée conclusion. Dans chaque syllogisme, le moyen terme joue un rôle majeur. Le moyen terme est ce qui permet de faire le lien entre le petit terme et le grand. Par exemple, dans le syllogisme « Tous les hommes sont mortels », or Socrate est un homme, donc Socrate est mortel, le petit terme est Socrate, le grand terme est mortel, et le moyen terme est homme. Le terme homme permet de faire le lien entre Socrate et mortel. Nous pourrions dire que la méthode d'Aristote et toute sa science sont fondées sur la recherche du moyen terme. Prenons cet exemple. Tous les rapaces ont des serres, or le faucon a des serres, donc le faucon est un rapace. Ce qui permet de fonder la conclusion, c'est la découverte d'un moyen terme, à savoir les serres, permettant d'inclure le faucon dans la catégorie des rapaces. Cette recherche du moyen terme va permettre à Aristote d'établir des taxonomies, c'est-à-dire des classifications d'animaux. Mais elle va s'appliquer à tous les objets d'étude. Dans le traité de l'âme, Aristote étudie les sens et montre que tous les sens supposent l'existence d'un moyen terme. Par exemple, entre l'œil et l'objet visible, il faut un milieu lumineux qu'il appelle diaphane. Entre le nez et l'odeur, il faut de l'air, de même qu'entre l'oreille et le son. Pour le goût, le moyen terme entre la langue et la saveur, c'est l'humidité. Cela va si loin que pour le toucher, qui devrait être le seul sens ne supposant aucun moyen terme, Aristote considère que la peau est le moyen terme et que l'organe du toucher est interne au corps. Cette méthode du moyen terme peut aller très loin, par exemple dans la supposition d'un milieu supportant les planètes et les astres. Pourquoi la Terre ne tombe-t-elle pas dans le vide ainsi que les autres planètes ? Aristote répond encore une fois en employant la méthode du moyen terme. Il imagine un cinquième élément, l'éther, qui n'est ni la terre, ni le feu, ni l'eau, ni l'air, mais qui est plus subtil que l'air et peut supporter les planètes, les entraînant dans son mouvement. Ce n'est que 2000 ans plus tard que cette théorie sera contredite par Albert Einstein. La méthode d'Aristote avait un avantage, elle permettait de mettre de l'ordre dans ses perceptions, ses expériences pour élaborer une connaissance. Elle permettait, selon ses propres mots, de passer du moins connu au plus connu, mais elle ne permettait pas d'acquérir des connaissances nouvelles. Pour Aristote, la science doit mettre de l'ordre dans la matière éparse des perceptions et des idées. Le logos, c'est cela, l'ordre dans la diversité de l'expérience. Il avait pour objectif d'organiser la science selon un ordre naturel, mais pas nécessairement d'étendre les connaissances. Sa méthode est une méthode ultime de synthèse pour reprendre les termes d'Antoine Arnauld, c'est-à-dire de composition. En 1620, soit 17 ans avant le discours de la méthode, un philosophe anglais, Francis Bacon, publie le Novum Organum, le nouvel instrument. La référence à Aristote est évidente. L'organum veut prendre la place de l'organon. L'organon permet d'organiser le champ de ses connaissances. L'organum veut permettre d'acquérir des connaissances nouvelles. Sur la page de garde de l'édition anglaise, on voit un bateau partir vers le large et on peut lire cette inscription tirée du livre de Daniel « Beaucoup voyageront et la connaissance sera augmentée ». Augmenter les connaissances, ne plus passer du moins connu au plus connu, mais de l'inconnu au connu. Voilà quel est le sens de la nouvelle philosophie de Bacon. Bacon propose une méthode nouvelle. Il ne s'agit plus de rechercher le moyen terme permettant de relier entre deux autres termes, mais de s'appuyer sur l'expérience. Ce n'est plus la raison seule qui va tenter de mettre de l'ordre dans son propre contenu, mais c'est l'expérience qui va apporter une matière nouvelle à la raison. Quelle méthode Bacon propose-t-il et en quel sens va-t-elle influencer celle de Descartes ? Bacon propose de partir de l'expérience. Mais que faire de cette expérience ? Bacon conçoit plusieurs outils permettant de classer les données de l'expérience. Ce sont les tables de présence, les tables d'absence et les tables de comparaison. La table de présence décrit l'apparition du phénomène. La table d'absence décrit la disparition du phénomène. La table de comparaison décrit les variations du phénomène. Prenons l'exemple de la chaleur.
Dans les tables de présence, nous pouvons noter que la chaleur est présente avec le soleil, avec le feu, etc. Les tables d'absence vont indiquer que la chaleur n'est pas là avec le soleil d'hiver, avec la lune, etc. Les tables de comparaison vont noter que la chaleur augmente lorsqu'on approche la main du feu, que plus un métal est battu, moins il garde la chaleur, etc. En partant de cette masse d'informations, nous allons pouvoir décrire et définir la chaleur. On peut être frappé par la ressemblance entre la règle du dénombrement de Descartes et les tables de Francis Bacon. Pour Descartes, les tables de Bacon sont utiles, mais finalement encore trop complexes. Elles peuvent être remplacées par une simple règle qui est celle du dénombrement. Il suffit de tout lister des propriétés d'un objet pour en dégager la loi. Nul besoin de distinguer la présence, l'absence, la comparaison. Si nous revenons en effet aux propriétés de l'aimant du paragraphe 145 des principes de la philosophie, nous trouvons des remarques qui pourraient figurer dans chacune de ces tables. La propriété 22, que l'aimant attire le fer, peut entrer dans la table de présence. La propriété 14, selon laquelle que le plus dur acier reçoit une vertu plus forte et retient celle qu'il a reçue beaucoup mieux que le fer commun, peut entrer dans une table de comparaison. Et la propriété 21 qui déclare que cette déclinaison est nulle quand un aimant est perpendiculairement élevé sur l'un de ses pôles, pourrait appartenir à une table d'absence. Finalement, Descartes réduit les trois tables de Bacon à une seule table de propriété. Il est donc faux de dire que Descartes ne procéderait que selon une mystérieuse méthode intuitive de l'évidence. Il se fonde sur l'expérience et sur l'intuition. Nous touchons peut-être du doigt le secret de sa méthode. La règle du dénombrement n'est pas une règle superflue, excédentaire, placée en quatrième position comme un ajout ou un complément dont on pourrait se passer. L'évidence est la première règle d'un point de vue logique, car elle valide chaque étape de la réflexion, mais le dénombrement est peut-être la première règle d'un point de vue chronologique. Il faut commencer par dénombrer les propriétés des phénomènes à connaître, qu'il s'agisse de l'aimant ou de l'arc-en-ciel, pour en proposer ensuite une théorie explicative.